bolila, ay bolila, isane tosunyua, nasanga kote jaya lute ncheke. Oh yalute, oh yalute, oh yalute. Basanga kote chatalangi waso. Oh talangi waso yamido. Basanga bolila e. Oh bolila, bokone bolila, oh. E bolila. Oh bolila, bokone bolila, oh. Oh bolila oh. Oh bolila, bokone bolila, oh. Oh bolila, bokone bolila, oh. Manaba faki bokone bolila. Oh bolila, bokone bolila, oh. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout merci d'être avec nous sur Canal Mangimbo Eclectic Magazine pour une analyse de l'actualité aussi bien culturelle que politique. Aujourd'hui, trois sujets que nous allons aborder avec nos invités Anissé Mobé Franciama et Damien Mavambou. Trois sujets qui portent bien sûr sur notre regard sur l'actualité. Eclectic Magazine, aujourd'hui nous allons parler de la France, notamment nous allons revenir sur l'élection de M. Gérard Larcher à la présidence du Sénat français, ce que beaucoup présentent comme le premier écueil sur la voie royale à un retour de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Qu'en est-il? Nos invités nous le diront. Nous parlerons aussi de la République démocratique du Congo. Ici, les prêtres s'en mêlent, les prêtres catholiques mettent les pieds dans les plats. Une vieille tradition de l'engagement politique de l'épiscopat qui daterait de l'époque coloniale, selon en tout cas M. Anissé Mobé, qui a fouillé dans les archives du Congo belge et de la République démocratique du Congo. Enfin, nous parlerons de Franco Lombo Makadi, le père de la Rumba Odemba, qui nous a quittés un certain 12 octobre 1989, 25 ans après sa disparition. L'école Odemba pourrait-elle être le style du XXIe siècle pour succéder au Ndombolo et autres avatars de la rumba, une façon de nous replonger dans l'histoire de ce style musical né sur les bords du fleuve Congo il y a une cinquantaine d'années. Merci d'être avec nous. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est bien sûr le regard sur l'actualité française avec cette élection de M. Gérard Larcher à la présidence du Sénat français. Un sujet que nous allons aborder avec Anissé Mobé Franciama, rédacteur de la revue L'année francophone internationale, qui d'ailleurs nous propose, entre autres sujets, les 30 ans de la coopération Wallonie-Bruxelles, le centenaire d'Aimé Césaire que M. Anissé Mobé a présenté pour nous, bien sûr les universités francophones et crise des sociétés, et puis hommage à deux piliers de la FI. Voilà un peu les lectures que l'on nous propose à travers cette revue, l'année francophone 2013-2014. Anissé Mobé, bonjour. Bonjour et bonjour à M. Damien et bonjour à tous nos téléspectateurs, nos auditeurs de Radio Mangimbo. Vous êtes un habitué des plateaux. Évidemment, ce qui s'est placé en France il y a quelque temps, cette élection cruciale à la tête du Sénat qui vient de rebasculer à droite, a retenu votre attention. Beaucoup voient en cette élection de Gérard Larcher, qui a battu Jean-Pierre Raffarin, qui était soutenu par Nicolas Sarkozy, comme l'un des premiers écueils sur la voie royale à un retour de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en 2017. Bon, d'abord, ce n'est pas la première fois que M. Larcher est élu à la présidence du Sénat. Il était déjà président du Sénat de 2008 à 2011, où il a été remplacé par M. Jean-Pierre Bel, socialiste. Donc, c'était pour la première fois dans l'histoire de la Ve République que on peut parler de la parenthèse socialiste. Qu'un socialiste était élu au Sénat. Donc, c'était M. Jean-Pierre Bel. Puisque depuis 1958, ça a toujours été un peu monopolisé par les centristes. Et puis, d'abord, le premier président du Sénat, c'était Gaston de Monnerville. Donc, il était radical socialiste, lui, de 1958 à 1968. Et puis, Alain Poher, qui était plutôt centriste, UDF, on dirait, 1968 à 1992. C'est vraiment, il a battu la longévité. Et puis, René Monory, Christian Poncelet, gaulliste.
Bon, est-ce que c'est un premier écueil sur la voie royale pour le retour de M. Sarkozy à la présidence de la République? Écoutez, d'abord, je dirais plutôt que c'est la guerre des droites qui reprend. On a déjà connu ça en 81 entre Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Nous avons connu ça en 88 entre Raymond Barre et Jacques Chirac. Et puis en 95 entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Là, c'était assez heurté parce que tous les deux étaient du RPR. Bien sûr. Bon, cette fois-ci aussi, donc il y a là, effectivement la guerre des droites a commencé. On sait que M. Raffarin était soutenu par Nicolas Sarkozy. Eh bien, peut-on considérer son échec Et comme étant aussi... Gérard Larcher soutenu par Fillon. Pour aller oui, pour faire vite. Hein, oui. Pour faire vite. Bon. Et là aussi, on se rend compte que et Sarkozy et Fillon sont issus du RPR, donc oui, la famille gaulliste. Ce qui veut dire que la bataille, donc la guerre des droites risque d'être encore beaucoup plus âpre qu'on ne l'imaginait parce que les autres prétendants, qu'il s'agisse de ceux qui prétendent à la présidence de l'UMP ou bien ceux qui sont déjà candidats aux primaires de la présidentielle en 2017, ne vont pas se laisser faire et qu'effectivement, l'échec de M. Raffarin est peut-être considéré effectivement déjà comme une première bataille dans cette guerre de droite. Une première bataille, M. Damien Mavambou, c'est vrai qu'à droite, les choses semblent plutôt claires. Les gaullistes, l'UMP, ont besoin d'un homme fort, d'un leader fort, et c'est ce qu'incarne Nicolas Sarkozy. Justement, s'il n'arrive pas à imposer ses poulains à des élections internes comme cela, qu'on peut appeler une élection interne, est-ce que cela ne le fragilise pas dans sa démarche? Avant de répondre à cette question, moi je pense que, comme on vient de parler de la guerre des droites, la guerre des droites, la fameuse guerre des droites, on a cité Chirac, Giscard, c'était des duels. Là, c'est une nouvelle donne, parce que pour moi, je pense, c'est un triangle dangereux qu'il y a, parce qu'il y a Fillon, Juppé et Sarkozy. Donc ça complique un peu tout, parce que bon, quand on remarque, comment vont-ils faire pour quand il y aura les primaires, comment vont-ils faire? Fillon sera du même côté que Juppé. Quid. Et voilà, donc le fait qu'il soit deux, ça va marcher dans le cas de l'UMP par rapport aux militants. C'est un des avantages par rapport à Sarkozy, ou bien il y aura carrément ça va faire l'effet contraire au niveau des militants. Voilà. Mais n'oublions pas quand même que l'élection des primaires est annoncée comme une élection ouverte à toutes les droites, donc on verra un peu comment ça va-t-il se passer. Mais est-ce que justement, ma question de départ était, y a-t-il une voie royale pour un retour de Nicolas Sarkozy Il n'y a jamais de voie royale là, pour accéder à la présidence de la République. Vous savez, en 1965, même le général de Gaulle a été mis en ballottage par François Mitterrand. D'ailleurs, ça a été le déclic, le point de départ de la conquête de la présidence par François Mitterrand. En 1995, Sarkozy pensait que si Édouard Balladur est l'unique candidat de la droite, il sera élu dès le premier tour. Bon, il y a eu deux candidats, donc notamment Jacques Chirac. Et puis, au deuxième tour, au soir du premier tour, alors que Jospin avait été élu, enfin... était en deuxième position a été arrivé en première position. On ne savait pas qui de Balladur et de Chirac allait représenter la droite au deuxième tour. Et pourtant, donc, en 2002, Jospin, qui a été un excellent Premier ministre, a été battu dès le premier tour. Donc il n'y a pas de voie royale pour accéder à la présidence de la République. Surtout quand on a, comme Sarkozy, un bilan qui a été déjà sanctionné une première fois face à François Hollande. Et d'autre part, il arrive quand même à se fragiliser, puisque vous avez parlé de... Avec des affaires. Avec des affaires, et aussi, il est très clivant au sein de la droite. Non seulement au sein de la droite, mais même déjà aussi au sein de l'UMP. Donc ce qui veut dire que
comme tous les autres candidats, il devra batailler très fort pour s'imposer déjà pendant les primaires et ensuite au moment de l'élection présidentielle, parce que à cette allure-là, cette rivalité à trois, donc ces fameux triangles, ça risque d'être un triangle de Bermude, eh bien, il ne faut pas, à mon avis, tout porte à point que il ne faut pas enterrer François Hollande trop tôt. Je pense que ça pourrait réveiller l'électorat de gauche pour le 2017. En tout cas, on en reparlera. Partons avec vous, si vous le voulez bien, en République démocratique du Congo. L'actualité politique est marquée, en tout cas depuis la rentrée, par la prise d'opposition de l'épiscopat catholique. L'occasion de dire que les prêtres catholiques s'en mêlent et ils mettent bien les plaies dans les plats. Voilà ce que nous fait dire que c'est une vieille tradition de l'engagement politique de l'épiscopat qui daterait, je parle au conditionnel, de l'époque coloniale. Anissé Moubé-Fonciama, vous avez en tout cas un avis sur la question, mais est-ce qu'on peut situer, dès avant l'indépendance, le côté frondeur de l'Église catholique pour tout ce qui concerne, en tout cas, l'engagement politique? Bon, je pense qu'il faut aborder cette question d'une manière non polémique, parce que c'est un sujet très, très, très important, très profond, parce que ça conditionne pas mal des choses chez nous. L'Église catholique est une institution assez considérable dans la vie sociale des Congolais depuis l'aube de la colonisation. Pendant la colonisation, il a souvent été reproché à l'Église catholique d'être restée silencieuse face aux violences coloniales, notamment du temps de Léopold II. Ce sont les missionnaires protestants qui ont surtout élevé les protestations. Mais on oublie de citer que certains prêtres catholiques individuellement, je pense ici au père Vermersch Arthur, qui était jésuite belge, ont élevé des protestations contre les méthodes de travail de Léopold II, et oui. même sur place aussi, il y a un autre prêtre aussi, le père Ulster, je crois, qui a aussi écrit un livre assez accablant sur le peuple colonial. Qui lui s'était installé sur du côté de Coquilhatville. Oui. Mais néanmoins, l'Église en tant qu'institution, en 1956, les évêques sont encore des évêques belges, hein, mais l'Église catholique au Congo publie un document assez important, disons que c'est les droits de chaque peuple d'accéder à l'autodétermination, à l'indépendance, à s'émanciper. En 1956, d'ailleurs, ça a été reproché à l'Église catholique par une fraction de l'opinion publique en Belgique, parce que l'Église catholique, les grandes compagnies et l'État, l'administration, c'était les piliers, les trois piliers oui. de la colonisation. Le monde catholique, le monde politique catholique belge a reproché à l'Église catholique de cette prise de position. Mais, troisièmement, l'Église catholique, c'est aussi, en tant qu'institution, avait le monopole de l'enseignement pendant très longtemps. Or, de ce point de vue, il faut toujours rappeler que les premiers intellectuels congolais qui ont commencé à revendiquer, même à initier les mouvements d'émancipation politique ayant conduit à l'indépendance, sont issus des institutions scolaires ou culturelles chrétiennes, notamment catholiques. Pour ne donner qu'un exemple, c'est le groupe des consciences africaines, et puis la BACO. La conscience africaine était fondée par l'abbé Maloula, tandis que la BACO par Nzezalandou, un ancien séminariste. Donc, le rôle joué par les séminaristes petits et grands est assez considérable dans le mouvement d'émancipation politique ayant conduit à l'indépendance du Congo. Et enfin, il faut rappeler qu'en 1946-47, lorsque l'administration coloniale va instituer la fameuse immatriculation et la carte de mérite civique, les abbés congolais alors qu'ils remplissaient toutes les conditions pour y accéder, vont refuser. Pourquoi? Parce que, considérant que ça va les couper, les éloigner de la population. Donc l'Église catholique a toujours, en tant qu'institution, oui, elle est critiquable, mais en même temps aussi, elle a pris en charge pas mal de choses, et qui fait qu'aujourd'hui, en tant que citoyens, ils ne peuvent pas ne pas rester silencieuses, indifférentes aux évolutions des choses, surtout lorsqu'ils se rendent compte que ce qui se passe aujourd'hui peut déboucher sur une tragédie. On est déjà dans une situation tragique, il ne faut pas l'aggraver. Or, certaines initiatives politiques peuvent paraître aujourd'hui comme dans les germes
d'une explosion sociale, d'une explosion politique que personne ne va contrôler. Donc il vaut mieux, en tant que citoyen, alerter l'opinion, produire des outils conceptuels, des matériaux culturels qui permettent aux citoyens congolais, qui sont aussi des chrétiens, de pouvoir se déterminer en toute lucidité. C'est ça vraiment le véritable sens de la position, du communiqué de l'Église catholique. Et donc il ne faut pas le politiser au sens politicien du terme, mais, j'en termine par là pour le moment, il ne faut pas oublier que le paradoxe d'une pratique religieuse qui se veut apolitique, c'est qu'elle fait le jeu de la politique, dans la mesure où un chrétien, s'il ne s'occupe que de la prière, c'est quelqu'un qui démissionne en tant que citoyen, parce que la politique s'occupe de nous, y compris dans les dimensions religieuses et spirituelles. Par conséquent, même la pratique religieuse doit être toujours une pratique lucide. Sinon, là aussi, la religion risque d'être instrumentalisée par la politique. Évidemment, pour réagir aussi à vos propos, nous sommes avec Jules Ngoubou, professeur de philosophie, qui a travaillé à la Conférence des évêques de France au service des migrants. Jules Ngoubou, cette implication de l'Église dans la société est très critiquée au niveau du Congo-Kinshasa, notamment par les jeunes catholiques qui estiment que l'Église catholique prendrait fait et cause pour ceux qui, entre guillemets, s'affichent avec l'opposition. Est-ce qu'on peut pas être lucide aussi, voir les choses de cette façon dans l'attitude de l'Église qui a souvent heurté l'autorité établie? Je commence par rectifier un aspect de votre question. Il ne s'agit pas de proclamer comme ça que ce sont des jeunes catholiques. J'ai lu la réaction de notre ami Norbert Mpoutou, qui a écrit un article il y a 3 jours, dénonçant un peu la forme et même le contenu de cette réaction. Parce que c'est, d'après notre ami Mpoutou, c'est un groupe de jeunes qui ont plus de proche du pouvoir. Proche du pouvoir, mais c'est un groupe de jeunes manipulés, d'après les analyses que a présenté notre ami Mpoutou, parce qu'ils se retrouvent autour d'un pasteur évangéliste protestant. Donc, qui enlève, qui enlève un peu le caractère catholique de l'identité de le fait qu'il y ait un pasteur évangélique dans le groupe, enlèverait. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une compréhension à donner autour de l'implication de l'Église catholique dans la société, n'est-ce pas, dans toute société. Nous avons eu la chance de travailler à la conférence des évêques de France, n'est-ce pas, où nous avons appris notamment que il y a un sens de l'implication de l'Église catholique dans toute affaire qui concerne la société. Le premier argument, c'est d'abord un argument biblique. Si vous lisez le livre d'Amos ou d'Ézéchiel, en résumé, on appelle ces livres-là les livres de la justice sociale. Il est dit en résumé que qui maltraite le pauvre outrage les créateurs. Donc, toute action d'injustice ou toute action d'avilissement ou toute action qui concourt à détruire l'homme est ramenée à un outrage, n'est-ce pas, envers celui qui a créé l'homme. Ça, c'est le premier argument, le premier aspect de la compréhension. Le deuxième aspect, c'est comment l'Église constitutionnellement s'est impliquée dans cette affaire on appelait ingérence dans les affaires sociales. Il faut consulter ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est quoi? C'est en fait l'expression de la façon dont l'Église comprend la société et se situe à l'égard de ses structures et ses mutations. De sorte que chaque fois que l'Église a tenté de dire un mot ou de comprendre la société et par conséquent de se
positionner par rapport à un problème social, il y a des bases de cette doctrine qui remontent. Tout à l'heure, notre ami remontait aux années 60, mais il faut aller jusqu'en 1891, l'encyclique de Léon XIII, n'est-ce pas, Rerum Novarum. C'est dans cette encyclique que Léon XIII définit ce qu'on appelle les bases de la doctrine sociale de l'Église. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Église propose des initiatives qui tentent de concrétiser les idées chrétiennes pour offrir des éléments de solution pratiques à n'importe quel problème social qui touche l'homme. Hein, de sorte que, en revenant à l'épiscopat congolais, les évêques congolais ont une vieille tradition. Notre ami Mobe vient d'évoquer une grande phase. On une vieille tradition, c'est de se dire dans quelle mesure nous pouvons être l'église au milieu du village. Dans la mesure où nous avons un mot, en tant que vivant dans cette société, à dire lorsqu'il s'agit de l'avilissement de l'homme. C'est pour ça que, à chaque fois qu'il y a eu un tournant décisif dans ce pays, que moi j'ai continué toujours à appeler le Congo-Kinshasa, qui a été appelé le Congo-Zaïre, qui est appelé aujourd'hui, vous dites encore quoi, République démocratique du Congo. C'est pour ça que l'épiscopat congolais, à chaque tournant de l'histoire de ce pays, a toujours proposé. L'Église ne s'est jamais imposée. L'Église propose des éléments de solution, des éléments pratiques, en partant de 60, en amorçant le 64 le congrès de Louabourg, oui, n'est-ce pas? 64. Les politiciens étaient en dialogue avec les évêques du Congo. En partant de la crise de 65, on a consulté les évêques. Même M. Mobutu, quand il prend le pouvoir, les aînés, ils savent. Quand Mobutu prend le pouvoir en 65, quand il réunit les corps constitués, il a une oreille aussi du côté de l'Église. Du côté de l'Église. En 73, quand ils rationalisent, ils aéranisent, les évêques crient aussi. Ils tapent du poing sur la table pour dire c'est du vol, vous n'avez pas droit d'exproprier, n'est-ce pas, les biens d'autrui. Le fruit du travail des autres. Mobutu entre en combat avec Maloula. C'est toujours fort des enseignements de la doctrine sociale de l'Église que l'Église se positionne pour dire nous sommes les défenseurs des pauvres, de ceux que le Créateur a voulu être son peuple et non pas les esclaves ou les instruments de domination, oui, etc. Donc il y a un sens à la conférence nationale, au tournant de la transition. Le pays, les citoyens zaïrois se disent, confions la palabre à un responsable d'église. Après, ça a été bradé, évidemment. L'église, bon, l'église, à chaque tournant, surtout pendant la transition de 90 à 97, l'église a été présente, même à Sand City, même après Sand City. Merci, mais pour boucler sur cette question, Anissé Mobé Fonciama, on voit quand même ici, à chaque époque, à chaque dirigeant, sa bête noire du côté de l'Église. Est-ce que, comme beaucoup le soutiennent, il y aurait un contentieux entre Joseph Kabila, le président actuel, et l'évêque de Kinshasa, le cardinal Monsengo? Je pense que les pouvoirs actuels copient servilement les régimes Mobutu jusque dans la caricature, hein, ouais, dans les choses les plus ignobles. Parce qu'ici, évidemment, tout comme du temps de Mobutu avec Maloula, on a individualisé, personnalisé la question. Non, mais le problème n'est pas Maloula ou Monsengo. Le problème, c'est le peuple congolais, le devenir du peuple congolais.
Alors, maintenant, pour 2 mots sur les jeunes qui sont allés protester à l'Annonciature. Vous Oui. savez, en 1958, la Belgique ne songe pas encore à décoloniser. Au contraire, hein, la Belgique, pendant l'exposition universelle, le Congo, c'est le miroir, d'une Belgique triomphante. Bien sûr. Et d'une colonisation modèle. De la colonie modèle. Et l'Église catholique en Belgique organise en même temps un séminaire d'humanisme chrétien. Pendant ces séminaires, Maloula, qui est un pur produit de la colonisation, déclare calmement: il vaut mieux décoloniser 5 minutes plus tôt que 5 minutes plus tard. L'auditoire est stupéfait. Moi, j'aimerais savoir si ceux qui protestent aujourd'hui sont aussi prêts à dire Maloula a eu tort en 58 de s'exprimer ainsi. Non. Deuxièmement, notre ami Roubaud a utilisé les termes de justice sociale. Ça a été un des points essentiels dans ce qu'on a appelé le conflit Mobutu-Église ou Mobutu-Maloula. Parce que Maloula, sans cesse, depuis 67-68, sans cesse répétait les exigences d'une justice sociale pour le peuple congolais. Parce que dans un pays, dans un régime où toutes les voix étaient étouffées, les syndicats, le parti politique, tout était étouffé, l'Église catholique et le monde étudiant étaient quasiment le seul corps constitué où on pouvait encore s'exprimer. Oui. Bon. Et puis le même Maloula, pur produit de la colonisation, les 30 juillet 70, devant le roi Baudouin, n'a pas hésité à condamner la colonisation et les choix économiques qui étaient faits à ce moment-là. Et enfin, dernier élément, puisque tout à l'heure, Ngoubou nous a dit, à chaque tournant, l'Église catholique s'exprime. Vous savez, en 78, après la deuxième guerre du Shabbat, il faut relire les communiqués, les documents finaux publiés par la conférence épiscopale, et en 78 et en 81. En 78, les évêques disent, voilà, ils s'adressent aux forces étrangères en disant, il ne faut pas que sous prétexte de nous protéger contre le communisme, les forces, les étrangers viennent sans cesse se mêler de nos affaires à nous. En réalité, ils viennent pour piller nos richesses. 78, alors, quand on sait que nos évêques à ce moment-là, ce sont des gens qui ont été formés pendant la colonisation, se présenter en nous, prendre une position en disant, faut pas que sous prétexte de nous protéger du communisme, on vienne se piller nos ressources. Ça, c'était une avancée significative. Ce qui fait que 3 ans plus tard, il faut aussi relire ces documents de l'Église catholique qui disent, voilà, depuis des décades et des décades, on ne cesse de chanter que notre pays est un scandale géologique, mais attend un peu de justice pour le peuple congolais. 81, aujourd'hui, 30 ans après, ces discours-là est encore valable, hein, puisque maintenant, ce ne sont plus seulement les Belges et les Français, mais les Chinois, les Libanais, tout. C'est vraiment un véritable Eldorado, toujours au profit de l'étranger et des sous-fifres chez nous au pays. Pendant ce temps, la misère, l'injustice, l'arbitraire continuent de plus belle. Et dans cet océan d'injustice et de misère et d'arbitraire, c'est tout à fait normal que des citoyens congolais qui ont fait l'option du sacerdoce puissent s'exprimer, non pas pour imposer, ça a été bien expliqué tout à l'heure, mais pour proposer. En tout cas, proposer et surtout servir un peu de vigie. Je signale que la pomme de discorde aujourd'hui au Congo-Kinshasa, ça reste bien sûr la Constitution, une constitution que, aux yeux de l'épiscopat, n'a pas besoin d'être retouchée et que les tenants ou les soutiens de la majorité, comme de certains de leurs amis, mériteraient d'être reformés pour permettre le Congo, l'apparition du Congo émergent à l'horizon 2030. Voilà le terme. Et récemment encore, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, soutenait de toute façon, la Constitution sera revue par référendum, coûte que coûte. Il faut rendre la parole au souverain primaire au Congo Kinshasa, qui est le peuple. Question de dire que ce soit l'épiscopat, que ce soit les politiques, eh bien, tous devront repasser par la case élection et expression populaire. On y reviendra. Oh Mario, nasi napekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Oka ndenge azali kopelela yo kisasa mobimba Mario. Yo
moto oza na diplome mitano. Diplome ya liboso ozwaka na Canada, ya mibale ozwaki na Londres, ya misato ozwaki na États-Unis, ya mine ozwaki na Sorbonne na Paris, ya mitano ozwaki na ULB na Bruxelles. Mario, lukana no mosala. Ah, Mario. Franco Luambo Makiadi, le père de la rumba Odemba, nous quittait il y a 25 ans. Après sa disparition, le jeune Francis Patindé a eu ce titre très fort, La rumba s'est arrêtée. Et récemment encore, des livres viennent nous rappeler la dimension de cet homme, notamment le dernier livre publié par Raoul Yema Dielala, Franco le Grand Maître, publié aux éditions de l'Harmattan, un livre d'ailleurs qu'on a sorti après le colloque qu'on avait tenu à Kinshasa sur Franco Luambo Makiadi. Autour de nous, bien sûr, Damien Mavambou, producteur, et surtout un des grands spécialistes et chercheurs, parce qu'il fait un travail de recherche et de restauration des archives sonores de la République démocratique du Congo, est avec nous aussi pour réagir. Rebonjour Damien Mavambou. Rebonjour José. Anissemo Fanciama, 25 ans après la disparition de Franco Luambo Makiadi, d'abord, prenons le titre de Francis Patindé dans ses numéros publiés en 1989. La rumba s'est-elle arrêtée avec la disparition de ce grand homme? Non. D'abord, Franco n'a pas disparu parce que ses œuvres continuent vont survivre à la mort physique de Franco, mais la mort culturelle de Franco, la mort artistique, non. Il est toujours vivant, il restera toujours vivant. Et là, deuxièmement, la rumba ne s'est pas arrêtée puisque nous continuons encore à danser, à écouter, à savourer les délices de la musique de Franco, notamment la rumba Odemba. Et enfin, il y a des émissions, il y a des livres, notamment les livres de Raoul Yema. Et je rappelle que Raoul Yema a grandi dans la commune de Dendal, hein, donc la commune de Kassavoubou, et qu'il était ami personnel de Bavon Marie-Marie, le petit frère de Franco. Donc, ils étaient à trois. Franco, non, Raoul, Bavon Marie-Marie et Guivano. Ouais. Ils ont grandi ensemble. Voilà. Donc, et puis, troisièmement, puis c'est notre ami Damien est avec nous. Donc, il y a des chercheurs, effectivement, des gens, des journalistes qui s'emploient, et il faut les saluer, il faut saluer ces initiatives, à pouvoir rechercher les archives, les documents qui nous permettent sans cesse de pouvoir d'entrer en profondeur de cette musique. Non, je pense que la rumba ne s'est pas arrêtée et Franco n'a pas disparu, il est toujours avec nous, il continue de nous accompagner. D'autant que l'étude de la musique congolaise a aussi pénétré dans le monde, dans les champs des recherches universitaires, notamment le professeur Tchonga Onyumbe qui a publié toute une série de monographies, notamment dans Congo-Afrique, oui, sur la musique congolaise. Et à un moment, donc il a sélectionné comme ça 15 thématiques donc, sur la musique congolaise, à partir de 466 chansons. Franco et Rochereau se partagent la part du lion. Rochereau, 99 chansons, parmi les chansons retenues, tandis que Franco, 84. Donc, vraiment, ils se partagent la part du lion. Et enfin, mais il y a déjà longtemps, en 85, à l'université de Lubumbashi, il y a un étudiant qui s'appelle Mabengo, qui son mémoire de licence en sociologie portait sur l'impact de la musique zaïroise, essai d'analyse sociologique des œuvres de Luambo Makiadi. Donc voilà, Franco n'est pas mort, Franco n'a pas disparu et la rumba ne s'est pas arrêtée. En tout cas, Franco nous a quittés il y a 25 ans. Damien Mavambou, vous êtes souvent dans les studios. Est-ce que le style Odemba, le style de Franco, à part ceux qui étaient ses compères, notamment les Banaouké, a-t-il essaimé ailleurs? Oui, j'abonderai dans le sens de mon frère Anissemo, bien pour dire qu'il y a eu mort physique de Franco, hein, mais la mort artistique de Franco ne se fera peut-être jamais, hein, parce que ses œuvres continuent à être là.
à être là. Si vous voulez parler du style de Franco, Oui. il y a une sorte de paradoxe hein, qui, de son vivant, le style de Franco, c'était joué par l'école de Franco. Oui. Mais depuis un certain temps, ceux qui étaient de l'autre école, de l'école African Jazz, eux, ils ont compris la quintessence qu'il y avait au niveau de... Toute la richesse qu'il y avait derrière ce style. Voilà. Et maintenant, c'est d'ailleurs, ce sont les gens de l'école African Jazz, donc l'école de Rochereau, qui sont ça donne le plus à la guitare de Franco, au style de Franco. Vous écouterez bien. Récemment, vous nous avez proposé sur Facebook ce dialogue de guitare entre Michelino et Franco, dont Ilinga Mobeno no Motema. Ah, ça, c'est un dialogue, vraiment, ça, c'est tellement c'était sublime. C'est le plus beau dialogue entre l'école de Franco et l'école de African Jazz. C'est ce morceau-là. Hein, c'est ce morceau-là, Ilinga Mobeno yo. Voilà. Aujourd'hui, moi, quand je regarde, j'écoute des musiques, quand je regarde Rochereau de son vivant ici dernièrement, mais même les dernières chansons de Rochereau. Hein, donc, à partir de cette expérience d'Isanga Banganga, si vous voyez, il y a les guitaristes de Rochereau qui sont venus après Michelino. Beaucoup. Maintenant, ils ont introduit dans le style Afriza, dans le style de Rochereau, la guitare de Franco, entre autres. Les Maïka Mounan, les Dino Vangu. Les Dino Vangu, quand j'écoute... une chanson par exemple à l'époque la chanson de Rolf Mutaganga pour la femme de Rolf Mutaganga. Il y a même dernièrement le dernier album de Rochereau, je pense Tempelo. Tempelo. Oui. Il y a une chanson comme je sais plus le titre, Gondela Timé. C'est un mariage que Maïka fait entre la guitare de Franco et la guitare de Nico pratiquement. Donc, et puis Franco, moi j'ai toujours dit Franco, j'ai l'habitude d'écouter beaucoup d'autres styles musicaux. J'écoute beaucoup du jazz, j'écoute beaucoup des... Il y a un grand guitariste, dans le monde ici de la musique, qui s'appelle Carlos Santana. Quand je l'écoute jouer, parce qu'il met une pédale, quand je l'écoute jouer, s'il retire la pédale, sans la pédale, c'est Franco qui joue. Donc c'est un style qui est essaimé et partout. Donc la rumba continue à être là. Anissé Mobé, pour revenir sur Franco, au-delà de la thématique que nous allons aborder tout à l'heure avec notre ami Jules Ngoubou, c'est cette guitare. On a eu l'impression justement qu'il a fallu qu'il parte pour qu'on découvre toute la richesse de son jeu de guitare. Est-ce que les médias, les journalistes, n'ont-ils pas un peu étouffé? Parce que moi, je me rappelle, on disait toujours... Non, je ne pense pas que les médias ont étouffé quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a dans la guitare de Franco, quand vous écoutez la guitare de Franco, il faut toujours associer les styles, la guitare, la manière de Franco de jouer la guitare avec la voix d'un chanteur. D'accord. Ça change tout. Bon. Puisqu'on a cité l'Isanga Yabanganga, ce n'est pas un fruit du hasard. Ça a été vraiment, je dirais, le terme de toute une évolution, commençant en 60 avec par Vicky Longomba, quand il a accompagné l'African Jazz à Bruxelles pendant la conférence de la table ronde. Là où il va proposer Naweli Boboto, son premier mariage, mais on était dans les voies. Voilà. Alors, ça, en plus, il y avait Brazos qui était qui était aussi avec lui. Et puis, deuxièmement, il faut toujours aussi se rappeler ce va-et-vient que faisait Mujos. Et dans une moindre mesure, Kwame. Mais surtout Mujos. Kwame est parti de Loke Jazz et puis est allé dans l'African Fiesta, mais Mujos a chanté, alors qu'il est de Loke Jazz, et dans l'African Jazz, et dans les Bantous. Et dans les Bantous, et plus tard aussi dans les Négro Succès, et dans l'African Fiesta Vita. Il était capable en un mois de faire le tour de ces 4 orchestres. Et à chaque fois, bon, alors, quand vous écoutez les chansons, les compositions de Mujos, le style de Franco, la tonalité, la mélodie, même l'esthétique qui se dégage du jeu de Franco n'est pas pareil quand Vicky Longomba chante.
Tout comme quand c'est une Mujos Kwame qui chante, notamment des boléros. Franco était vraiment un orfèvre dans l'art le style du boléro. boléro. Oui. Voilà. Ça, c'est deux. Et enfin, je pense que Sam Mangwana a joué un rôle qu'on néglige beaucoup. Parce que c'est Sam Mangwana qui nous a permis de redécouvrir les chansons de, Loke Jazz. non seulement Loke Jazz comme tel, mais de Vieux Simaro. Vieux Simaro a composé énormément, mais il a fallu Sam Mangwana pour qu'on découvre, on soit en mesure d'apprécier vraiment jusqu'à leur juste valeur les compositions de Vieux Simaro. Au point d'ailleurs certains se sont posé la question, qui s'est trompé de voix? Est-ce Kwame et est-ce Simaro qui s'est égaré dans l'eau Dans de le jazz, jazz, ou c'est Sam qui s'est égaré dans la Dans flûte l'African jazz? En fait, je pense que personne ne s'est égaré. Tout simplement, Franco, en artiste avisé, en fin artiste, s'était rendu compte, parce que c'est lui qui a demandé à Sam finalement d'intégrer Loke Jazz, même si Sam le connaissait depuis longtemps, mais c'est lui qui a demandé à Sam d'intégrer De le rejoindre. Loke Jazz. Et ça a fait justement ces mélanges, ce sont des merveilles, hein, les quelques temps où Sam a chanté dans Loke Jazz, ce qui a permis à Sam finalement de faire une carrière en solo et d'être imité par d'autres bien après. Et enfin, dernier élément, il faut jamais oublier les circonstances dans lesquelles aussi Loke Jazz a émergé. 56, hein, le Congo est en plein bouillonnement culturel. C'est l'année où on publie le manifeste de conscience africaine de l'Abaco et où la voix des Congolais prend de l'ampleur. C'est à ce moment-là que Loke Jazz surgit et Loke Jazz va élargir l'offre, son assise. non seulement, surtout l'offre culturelle, notamment sur le plan musical, pour les mélomanes, puisque jusque-là, l'African Jazz règne un peu en maître hein, dans ce qu'on peut appeler la musique congolaise moderne. On pourrait, pour faire vite, on pourrait peut-être discuter ce qu'on entend par musique congolaise moderne. Mais l'African Jazz, ou plutôt Calais et son groupe, hein, parce que c'est vraiment l'African Jazz comme tel se formalise quand Rochereau arrive. Oui. Mais en 56, le Calais, donc l'African Jazz règne en maître. Le Franco va élargir l'offre. 10 ans après, c'est lui qui va représenter la musique congolaise au festival de Dakar. Ouais. Donc, il ne faut jamais oublier... D'abord Dakar, après Lagos, c'est 79, c'est Rochereau, 77. Donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles Loke Jazz est né, et le bantou de la capitale n'est en réalité que le prolongement de Loke Jazz. Damien Mavambo, pour boucler sur ce regard que nous portons 25 ans après, avant d'aborder la partie thématique sur le style de Franco, j'ai posé la question en ouverture, si ce n'est pas le style du XXIe siècle, mais Anissé Mobe nous dit non, ça devrait plutôt être la symbiose de la guitare ou de l'instrumentalisation au jazz pour des voix fiesta. Quand vous dites la musique du 21e siècle, moi je pense que c'est comme ça que devrait être la musique du 21e siècle. Ce n'est pas encore ça. Voilà, ce n'est pas encore, mais c'est surtout chez nous. Oui. Bon, je dirais encore un mot par rapport à tout ce que vient de dire mon frère Anissé. On a connu Dr Nico, mais quand on regarde, on trouvait que Dr Nico, c'était lui qui était le plus perfectionniste, qui créait de nouveaux styles. De nouvelles sonorités. Voilà, surtout parce qu'on disait qu'il arrivait à imiter à la perfection le piano, entre guillemets. Mais si on regarde, si on suit très bien la musique congolaise, si on suit bien la rumba congolaise, le fameux Likembe que Nico a fait dans Galula, c'est après Franco. Franco avait déjà fait ça avant. D'accord. Hein, Franco avait fait... c'était déjà du Likembe. C'était du Likembe. Dr Nico est venu par après. Donc, et perfectionné. Ensuite, il y a aussi lorsque Vicky Longombe est parti dans l'orchestre African Jazz à la conférence de la table ronde de Bruxelles. Les chansons que vous venez de citer, Naweli Boboto. Moi, quand j'écoute ça, en fait, Nico s'est inspiré de Franco pour jouer ce morceau-là. Donc, c'est dit que voilà, on m'a offert
Une pépite. Au moment faire Vicky Longomba, je vais faire comme Franco, mais à ma façon. Donc, il a fait, voilà, c'est ce qui est pratiquement passé. Donc, la musique du 21e siècle, chez nous, je pense, c'est parti déjà avec tout ce que nous lègue Franco. Et il y a des artistes qui sont avec nous et qui commencent déjà à aller vers Franco. On va aborder, après cet intermède, justement la partie thématique de Franco que Anissé Mobe a évoqué avec ce travail de Tchonga Onyumbe, et notre ami Jules Ngoubou, le philosophe, va nous rejoindre. Le problème est été ngai na salinde mosala na ngai na yokinde ko yoka na zikisi film. Oh Mario, nasi na pekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Franco Luambo Makadi, c'était pas seulement une voix et une guitare, mais c'était aussi une écriture assez particulière. Beaucoup des aînés disaient que si on voulait de la poésie, il fallait aller du côté de l'Afrique en jazz, et si on voulait de la prose, on pouvait aller voir Franco. Mais je note quand même que dans l'écriture de Franco, il y avait un terme qui revenait souvent, Mbanda. Franco a chanté la femme rivale, la femme Mbanda, la femme qui, en tout cas, sur qui il fallait, en tout cas, jeter presque la pierre, parce qu'elle s'est méconduisée. Anissé Mobe, est-ce que ce n'est pas cette impression qu'on pouvait avoir aussi derrière? Il faut aller au-delà d'une première impression. C'est plutôt la vie sociale. Franco analysée, souvent en profondeur d'ailleurs. Pas seulement la vie sociale, notamment au niveau des femmes, le mandat, mais surtout la vie conjugale. Donc, dans tous ces la vie de couple. La vie de couple dans tous ces aspects, aussi bien le mariage légitime que des unions libres ou des divorcés. Voilà. Donc, c'est vraiment la vie sociale. Une autre thématique que Franco aussi a beaucoup développée, c'est la thématique de la famille, notamment les enfants. Beaucoup la mbanda. Oui, ngai nake na tikeli bana nanga lupango. Donc, ou quand il dit testament. Oui, ou nazali nazanga tata zanga moi nazanga mokengeli, tout ça. Donc voilà, non, les avec la belle voix de Boujos Moulamba encore. Vraiment, c'est la vie sociale, tout comme aussi la situation politique. Bien sûr. Il ne pouvait pas ne pas s'y intéresser. Et aussi la vie des gens, c'est-à-dire que les problèmes économiques, quand les gens ont des problèmes, comment s'en sortir, voilà. Et puis, surtout aussi, les problèmes d'ordre culturel, dans le sens, les Congolais confrontés, écartés entre les traditions culturelles, disons, ancestrales, et le monde moderne. Oui. Donc tout cela, on les retrouve dans les différentes chansons. Ce sont les thèmes qu'on retrouve dans les chansons de Franco, tout comme aussi la vision du monde, la vision du monde, de Dieu, la mort dans l'Iwayawechi que Franco a chanté, que Mireille Makeba a reprise. Donc puis après, entre lui et Rochero, on dédié aussi une chanson à Kabassé les Cantes. Il est mort, tout comme quand un grand Quinois est décédé, Arsène Diombe. Bon, il y a eu des chansons. Il y a eu des chansons, 3 chansons majeures, une chez Franco, 2 dans les chez Rochero, donc chantées par Moujos et Rochero. Voilà. En tout cas, sur la thématique. Sur la thématique, il faut revoir aussi d'autres thèmes, comme le thème de la liberté. Franco a chanté Nakoma libre, mais pas seulement dans la relation de l'homme, de la femme, des époux, mais aussi cette dimension de la liberté qui est fondamentale en tout homme qui se voit libre de faire ce qu'il veut, de se mouvoir dans l'avenir. La dimension de la détresse humaine. Sans vous couper. Quand il insiste, passeport nanga au botoro. Bon, voilà. Même si vous avez confisqué mon passeport, mais je suis un homme libre. Autre chose, autre thème, la détresse humaine. Si vous suivez la chanson, non. C'est la détresse
qu'éprouverait un homme, non pas parce que seulement une femme lui a dit non, mais dans toutes les situations qui ne répondent pas à ses projets. Un autre thème, c'est la dénonciation des paresseux ou des gens qui manquaient d'ambition. Mario, en fait, c'est quelqu'un qui manque d'ambition, Mario, mais Joseph n'aimait pas beaucoup cette chanson parce que c'est une chanson qui détruit l'homme. Mais n'oublions pas aujourd'hui. C'est une chanson, les femmes se servent de ça pour dénigrer les hommes. Mais n'oublions pas, Jules Ngoubou, Mm. parce qu'il nous reste très peu de temps, peut-être une des thématiques que beaucoup passent sous silence, la fameuse chanson Yaya Simon. Quand on voit aujourd'hui comment on se bat pour les parcelles, Voilà. il dit Lopango Tata Tikayo Yaya Ote Kiango. Je pense que Franco est allé encore plus loin, et c'est là. Et Yaya Simon, un vicieux, il ne voulait pas voir un garçon à côté de ses sœurs qui ont raté toutes les occasions de se marier et se retrouvent dans la pauvreté. Tout ça à cause de Yaya Simon. Oui, mais n'oublions pas, il y a la loi Bakajika qui l'a aidé à populariser. Et c'est là, pour terminer, je pose la question, si on avait encore un Franco, peut-être qu'on comprendrait mieux tout ce débat autour de la Constitution, Anissé Mobé. Vous savez, pendant la conférence nationale, les participants à la conférence nationale disaient « Ah, il nous manque ici 2 hommes, le cardinal Maloula et Franco. Bilomi Baila Soki Bazalaki, les choses allaient se passer autrement. » Oui, je pense que Franco, il n'est pas là. Certainement qu'il aurait eu encore beaucoup de choses à nous dire, mais même s'il n'est pas là physiquement, je pense qu'on peut s'inspirer de ses œuvres pour tenter de produire d'autres œuvres afin de comprendre les temps présents. Et Jules Ngoubou, sur le plan philosophique, l'artiste ne meurt pas. L'artiste ne meurt pas parce que, en fait, l'art, synonyme d'esthétique, en grec, esthétikos, veut dire la beauté et les sensations qu'elle provoque. Ça veut dire que l'esthétique devient une science du beau et des sensations que le beau provoque. Mais vous savez, Hegel rangeait l'art dans tout ce qui est œuvre de l'esprit. Or, nous savons que l'esprit ne meurt jamais. Le physique, le matériel, n'est-ce pas, dans la perspective hegelienne, le matériel peut mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Donc, l'artiste ne peut pas mourir dans la mesure où il a laissé des traces pour la culture de l'esprit. Merci Jules Ngoubou, merci Anissé Mobé, merci Damien Mavambou, en tout cas pour les aficionados de Franco Lomon Bakadi. N'oubliez pas, le 12 octobre, il aura totalisé 25 ans l'un de nous, mais il est toujours vivant. Merci à vous de nous avoir suivis.